Eh bien, écoutez, je suis absolument ravie d'accueillir aujourd'hui une magnifique table ronde avec des personnes avec qui j'ai l'honneur aussi de travailler depuis quelques années. Vous avez vraiment ici des acteurs à la fois de l'action humanitaire, à la fois de l'accueil, et puis aussi des acteurs de la recherche qui vont parler donc de cette question qui occupe aujourd'hui tous les coins de la Terre, qui est la question de Sion. Des migrations qui se poursuivent dans des contextes de grande violence, avec des conflits et une géopolitique complètement bousculée, hein, on en parle ici depuis hier, et qui fait que tous les secteurs d'activité, notamment l'accueil, doivent être repensés. Je crois que vraiment on est là au cœur d'un sujet d'hyperactualité. Je parle en tant que directrice de l'Institut Convergence Migration, qui est un institut, qui est un consortium porté par le CNRS et 7 autres grands instituts français de recherche, dont une université, l'Université Paris 1, dont également l'INSERM, par exemple, à la santé, et qui rassemble 800 chercheurs nationaux et internationaux sur les questions migratoires dans toutes les disciplines possibles. Et on a de ce fait eu la chance de travailler avec des acteurs de terrain, avec d'autres acteurs de la recherche sur ces questions sensibles. Et c'est vraiment... voilà, il y a eu une invitation spécifique aujourd'hui pour ce Forum de la paix pour avoir des voix un peu différentes et surtout des voix de l'action, je crois, autour des questions dont on va parler. C'est pour ça que je suis si contente de vous avoir parmi nous. Donc, je présente les invités. On a Jean-François Corti, qui est médecin, qui est aujourd'hui, c'est rappelé, j'espère, derrière, président de Médecins du Monde France, qui a très très longtemps travaillé autour qui était directeur des opérations dans de très nombreux pays. Tout nous redira, Jean-François, tes actions de terrain. Et qui, par ailleurs, est aussi un expert de l'humanitaire, hein, vient de publier un très important livre sur la question humanitaire parce qu'il brosse vraiment un topo très actuel de ce qu'est l'action humanitaire, qu'il dédicacera après cette séance. A également travaillé sur l'accueil en France, de cette France solidaire, et a publié sur ces questions. Autrement dit, a toujours gardé un œil également anthropologique sur les questions qu'il travaillait, sociologiques, pour penser ces questions. Et ça, c'est très, très utile dans le cadre dans lequel on est. Et Jean-François, hier, il y avait la journée scientifique de Médecins du Monde. Un très grand moment, je crois, pour les acteurs de terrain et les acteurs de la santé. La question de la migration était vraiment au cœur. Donc, tu pourras également nous en reparler. Alors, Aurélie Elassak-Marzorati, à sa droite, est une très, très importante directrice d'association, donc dirige actuellement le CASP, le Centre d'action sociale protestante, qui est une très grande association pour les questions notamment migratoires, mais pas seulement, hein, le public est bien plus large au CASP, et qui accueille, intègre, crée des dispositifs d'intégration, des dispositifs aussi d'accès aux droits, très importants pour les questions migratoires. Et Aurélie, on s'est notamment rencontrés lorsque tu travaillais avec Emmaüs Solidarité pour la mise en place du dispositif qui était le centre de premier accueil de La Chapelle, qui a été une expérience, un dispositif spécifique de la ville de Paris autour de l'accueil des migrants. Donc un moment clé aussi dans cet accueil depuis la dite crise migratoire. Aman Mohamed Saad est une personnalité, j'ai envie de dire, de la médiation interprétariat. Aman travaille comme interprète et médiateur. Médiateur, c'est bien plus qu'un interprète, c'est celui qui peut aussi travailler les questions culturelles et linguistiques qui se trament et qui se jouent. Et dans la migration, on a beaucoup de cet enjeu-là, hein. Donc Aman notamment travaille dans le en tigrinya, hein, qui est ta langue maternelle, hein, et également en arabe soudanais, qui est également une de tes grandes langues, en tigré également, hein. Donc Aman a travaillé dans de nombreux lieux, notamment dans le Calaisis, travaille aujourd'hui à l'Orsper Samdara, qui est une antenne qui travaille avec le centre hospitalier Levinati à Lyon, et donc dans le cadre d'un centre psychosocial. Aman, tu accompagnes, tu
réfléchi avec ce public migrant, et notamment celui que tu connais bien, un public de la Corne de l'Afrique, qui fait partie de ces nouveaux publics, entre guillemets, migratoires qui sont arrivés donc avec ce qu'on appelle la crise migratoire de 2015. Qu'on connaissait mal avant, finalement, en France. Et puis, immédiatement, Mathieu Tardis, qui, lui, est co-directeur on appellerait ça un think tank, on va dire un centre de recherche-action, qui s'appelle Synergie Migration, et qui est un centre qui réfléchit aux questions migratoires, qui publie beaucoup, qui fait des études très précises sur des questions migratoires de toutes sortes, et également qui travaille avec des associations de terrain pour essayer d'avancer mieux. Vous savez qu'il y a un enjeu très important aujourd'hui pour la recherche française sur les migrations, c'est d'aller un petit peu à l'encontre des fake news et des autres horreurs qu'on nous sort sur les questions migratoires. Autrement dit, arriver à avoir un discours qui continue à correspondre à une réalité sociale et économique et qui n'est pas tordu par l'agenda politique. C'est quand même un enjeu immense aujourd'hui de la recherche et du débat. Et donc Mathieu travaille notamment avec aussi d'autres acteurs institutionnels, a travaillé longtemps à l'IFRI, donc en relations internationales, et aujourd'hui, dans Synergie Migration, permet de mettre des acteurs institutionnels ou de la recherche ou de terrain en commun pour travailler ensemble. Et je me dis que la dernière fois que nous avons travaillé ensemble, c'était dans le cadre des 10 ans de cet anniversaire de 10 ans de crise migratoire, où tu avais donc présenté une journée d'études tout à fait passionnante en rassemblant tous les acteurs, justement. Qu'est-ce qu'on peut dire 10 ans après? Est-ce qu'on a été capable finalement d'avoir des politiques migratoires qui avaient le sens qu'on espérait? Est-ce qu'on a été capable de créer un accueil, ou est-ce qu'on est toujours dans ces difficultés d'accueil? Alors, l'enjeu, c'est qu'on est nombreux, vous avez beaucoup de choses à dire, donc on a écarté les PowerPoint. J'aimerais vraiment que vous ayez le temps de dire ce que vous pouvez, ce qu'il y a à dire de votre place sur ces questions-là. On a proposé un sujet extrêmement large, comprendre les migrations, des causes de l'exil aux enjeux de l'accueil. Pourquoi? C'est parce qu'on va pouvoir, je pense, en partant peut-être de l'expérience humanitaire, notamment avec Jean-François, et en arrivant ensuite jusqu'au vécu au plus près de l'expérience, qui est celle d'Aman, travailler sur ces questions de... Qu'est-ce que cet exil qui arrive aujourd'hui? Quel type de migration? Qu'est-ce qu'elles sont de spécifiques? Ce sont à nouveau des migrations de grande violence. Nous, elles nous ont fait beaucoup réfléchir parce qu'on était aussi sur des nouvelles formes de migration, qu'elles soient par exemple les migrations empêchées en plus des migrations forcées. Je pense à ce qui s'est passé à Gaza. On a eu des migrations numériquement absolument spectaculaires, une dont on parle peu, mais qui est une migration de la faim, FAIM, celle du Venezuela. Des migrations qui tout à coup faisaient qu'un quart, un cinquième de la population d'un pays sortait du pays. On a des trajectoires migratoires aujourd'hui d'une complexité extrême qui redéfinissent les cartes des migrations et la géopolitique aussi, avec des enjeux évidemment politiques et autres. Donc la première question que j'aurais, c'est à Jean-François, est-ce que tu peux nous présenter, toi, justement ton regard sur ces dernières migrations en tant que président d'une grande ONG humanitaire? Qu'est-ce que ça a changé et qu'est-ce que ça a supposé aussi peut-être comme nouvelle réflexion sur les possibilités d'accueil ou sur en tout cas les actions nécessaires? Merci infiniment Marie-Caroline, je ne sais pas si ça fonctionne. Oui, c'est bon. Je suis très heureux d'être ici et d'être invité aujourd'hui à Caen pour ce forum. Et j'ai beaucoup de chance aussi d'avoir pu travailler avec Marie-Caroline ces dernières années. Donc, je suis président de Médecins du Monde, une organisation qui intervient en France et à l'international depuis près de 46 ans. On intervient dans une trentaine de pays, dont la France. Et nous sommes une organisation militante, impartiale, indépendante. On est engagé dans la lutte contre les inégalités sanitaires, sociales et environnementales. On n'est ni de droite ni de gauche ni en même temps, mais on est fortement engagé dans les questions politiques en lien avec les droits fondamentaux, le droit de vivre dans un environnement sain, si je fais référence à des questions environnementales, le droit d'accéder aux soins, et nous défendons les droits fondamentaux, dont le droit international humanitaire sur lequel on reviendra et qui est mis en tension sur de nombreux conflits. On a des bénévoles en France, des salariés, et on a des priorités opérationnelles
autour des questions d'intervention en zone de conflit et d'accès aux soins universels dans ces zones-là. On intervient aussi sur des problématiques en lien avec la migration, c'est aussi pour ça que je suis là, sur les questions de droit en santé sexuelle et reproductive, sur les questions de santé environnementale. Et donc on est une organisation fortement engagée, vous l'aurez compris, dans la lutte contre les inégalités sanitaires, sociales, environnementales. Et on a un mode opératoire un peu original. On est une émanation d'acteurs issus du sans-frontiérisme, vous le savez, des années 70, avec l'émergence de Médecins sans frontières notamment, et puis ensuite une myriade d'organisations qui se sont créées, du nord comme au sud, dont Médecins du Monde en 80. Et donc notre fonctionnement, c'est à la fois d'être sur le terrain, d'accompagner des associations locales, des associations de malades, des acteurs de la société civile, en essayant de limiter le risque néocolonial lié à la question humanitaire, vous le savez, on pourra y revenir. Et en même temps, on fait du plaidoyer, c'est-à-dire qu'on essaye de faire en sorte que les lois en faveur des droits fondamentaux soient respectées. On essaye de faire en sorte aussi que bien le changement social se fasse dans le sens du respect de ces droits fondamentaux. Alors, vous l'aurez compris, la question elle est vaste et, sur ce que tu abordes comme sujet problématique, Marie-Caroline, de savoir au fond si aujourd'hui il y a des spécificités en lien avec les migrations par rapport au passé récent ou ancien. Il y a toujours eu des mouvements migratoires dans l'histoire de l'humanité et c'est pas nouveau. Ce qui est assez particulier chez nous ces dernières années, c'est que il y a une très forte politisation de ces questions-là, avec des tendances assez radicales qui s'emparent de ces sujets et qui n'hésitent pas, comme tu le disais en introduction, à utiliser des fakes et autres, à travailler sur des constructions et des représentations souvent très péjoratives des exilés pour défendre des points de vue idéologiques qui ne sont pas forcément celui du respect des droits fondamentaux et qui ne sont pas forcément centrés sur l'accueil favorable. Étant entendu, et vous le savez sûrement, qu'il y a beaucoup de rapports des Nations Unies notamment, mais pas que, qui rappellent que toute société qui accueille de manière favorable des exilés, même si ça n'est jamais facile, c'est un coût financier, politique, social, mais toutes les sociétés qui accueillent de manière favorable des exilés vont tirer un bénéfice justement politique, social, de cet accueil lorsqu'il est fait dans de bonnes conditions. Donc, si moi je suis là, et je pense mes collègues aussi, pour discuter de ces questions-là, c'est pour rappeler qu'il y a des droits fondamentaux qu'il faut respecter. Il y a des accords, des conventions de Genève ou autres, des politiques en lien avec l'asile qui sont censées humaniser un petit peu ces enjeux-là, qu'il faut les respecter, et qu'il y a aussi beaucoup de représentations qu'il faut pouvoir parfois dénoncer, surtout déconstruire pour pouvoir être sur des débats qui soient rationnels et qui mettent au cœur de nos priorités les questions de solidarité. Vous le savez, les enjeux migratoires, alors aujourd'hui on parle d'environ 120-130 millions de personnes réfugiées ou déplacées. Il faut faire la nuance entre un réfugié qui va sortir de son propre pays, passer une frontière et qui va parfois, mais pas toujours, obtenir un statut de réfugié, et puis il y a les déplacés internes, qui, eux, vont rester dans leur propre pays, mais vont devoir bouger au gré des violences du fait d'un conflit national ou transnational ou autre. Donc il y a des millions de personnes aujourd'hui qui sont concernées par ces statuts. Il y a des gens qui n'ont pas de statut d'ailleurs, qui sont ni déplacés ni des réfugiés, qui sont souvent dans une grande précarité du fait de politiques restrictives, notamment dans les pays d'accueil. Et donc des besoins qui sont très importants pour des populations qui, la plupart du temps, quittent tout, sans rien, subissent des violences du fait déjà du départ de leur lieu de vie, de leur environnement, qui subissent des violences souvent lors des trajectoires migratoires. Et, on pense notamment à la Libye, où il y a énormément de violences sur les migrants, où tout ce qui relève de la traite d'êtres humains est documenté. Et puis il y a des violences aussi dans les pays dits d'accueil. Et si je pense à l'Europe aujourd'hui, je renvoie à de nombreuses politiques restrictives qui, de Calais à Grande-Synthe en passant par Briançon et Menton, ou sur la frontière du Pays Basque, montrent aussi des pratiques de violence qui sont tout à fait discutables, voire critiquables. Et ayez en tête que
les mouvements migratoires, en grande majorité, à l'échelle mondiale, ils se font entre les pays dits du Sud, et que notamment, il y a un faible pourcentage de migration Sud-Nord, c'est entre 10 et 20%. Et donc, on est loin des représentations des vagues migratoires qui viendraient entraîner des mises en tension de nos sociétés. Sur la crise migratoire ou la crise de l'exil ou la crise de l'accueil que tu évoquais entre 2012 et 2015, sur laquelle j'ai beaucoup travaillé avec Médecins du Monde, et notamment avec beaucoup d'exilés à Grande-Synthe, à Calais, dans des camps de fortune, en essayant de passer en Angleterre. Voilà, on a été donc sur des situations où la grande majorité, encore une fois, des migrants et des exilés certes viennent du sud dans les pays du nord, mais c'est un faible pourcentage par rapport aux dynamiques migratoires globales. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur le terrain avec Médecins sans frontières. J'étais au Niger, au Libéria, en Érythrée, en Chine, en Corée du Sud, en Tchétchénie, en Iran. J'ai travaillé près de 2 ans. Donc je pourrais vous parler aussi pas mal des migrations que j'ai pu voir et des exilés que j'ai pu croiser, notamment au Niger, alors même que ce n'était pas encore le sujet, je dirais, en France dans les années 2000, où il y avait déjà beaucoup de tentatives de passer par le désert libyen avec beaucoup de mortalité. Donc j'ai acquis une certaine expérience sur ces questions-là. Et ensuite, j'ai été directeur des opérations France et à l'international pour Médecins du Monde pendant 10 ans, avec pas mal d'actions sur les questions migratoires en France et en Europe. Il y a une conflictualité qui est majeure dans le monde, vous le savez en ce moment. Est-ce que c'est pire ou moins pire qu'avant? Je n'en sais rien. Je n'ai pas mis mon chronomètre, donc Marie-Caroline, n'hésite pas à me couper. Ce qui est clair, c'est qu'il y a un empilement de crises aujourd'hui majeures. Le Burkina Faso, la République démocratique du Congo, le Yémen, la République centrafricaine, le Liban, l'Afghanistan, je pourrais développer comme ça, le Myanmar, Gaza, la Syrie, enfin bref, c'est un empilement d'une conflictualité majeure avec effectivement la crise environnementale et la crise climatique qui vient catalyser aussi les conflictualités en accentuant notamment les précarités dans de nombreuses zones qui induisent des déstabilisations, des déplacements de population aussi qui peuvent engendrer et accentuer la conflictualité des rapports sociaux. Donc il y a énormément de besoins. Ça, c'est pas nouveau, mais probablement ça s'accentue. Ce qui peut-être caractérise aujourd'hui les enjeux migratoires et qui font la différence avec certaines époques, c'est qu'il y a quand même des contextes où effectivement il y a certes des migrations forcées, et la plupart du temps les personnes quittent leurs environnements parce qu'ils n'ont plus le choix, ils vivent dans un environnement très hostile, il y a des conflits locaux ou transnationaux, il y a une très grande précarité, il y a des mises en danger de leur vie qui poussent les personnes à s'exiler. Mais il y a aussi des situations où on ne peut pas partir. Marie-Caroline, tu évoquais sur le conflit israélo-palestinien et la situation notamment à Gaza où Médecins du Monde a des équipes, et près de 120 personnes qui sont présentes là-bas. Au lendemain des atrocités du 7 octobre 2023 commis par le Hamas avec plus de 1200 morts en Israël. Il y a eu des bombardements massifs qui ont démarré sur Gaza et les populations, c'est près de 2 millions de personnes, dont une majorité de femmes et d'enfants, étaient déjà sous blocus depuis de nombreuses années. Et donc, on n'a pas pu s'échapper. Et sur ce territoire assez particulier, mais ce qu'on retrouve aussi au Liban, c'est que vous avez, sur ce territoire assez restreint, un cumul de personnes avec des profils qui vont de réfugiés, et à Gaza, il y avait déjà des réfugiés de longue date, avec des déplacés internes, puis des réfugiés déplacés, puisque à Gaza, toute la population a été déplacée à plusieurs reprises pendant ces 3 dernières années. Donc vous avez des gens qui étaient réfugiés, déplacés, des déplacés qui étaient déplacés. Voilà, et un cumul de profils avec tous le même déterminant, c'est une énorme vulnérabilité, une énorme précarité du fait de la conflictualité et du fait d'avoir été notamment à Gaza, et c'est là, pour moi, dans mon expérience d'humanitaire, une des dramaturgies les plus fortes, d'être dans une prison à ciel ouvert. Vous ne pouviez pas vous échapper, alors même que
les bombardements étaient massifs, qu'il n'y avait aucun lieu sûr sur ce territoire. Mais la problématique sur le Liban aujourd'hui, si elle n'est pas du même niveau de dramaturgie, aussi est complexe et renvoie à cette réalité, puisqu'il y a au Liban, vous le savez, sur une population de quelques millions de personnes, pratiquement un quart de la population qui est aussi faite de réfugiés, en grande majorité des Syriens et des Palestiniens, qui sont pas sur une bande aussi étroite que Gaza, mais qui sont quand même encerclés par la Syrie, avec au sud l'État d'Israël. Et donc il y a peu de lieux sûrs aujourd'hui à Gaza. Donc ce que je dirais par rapport à une certaine spécificité, pour peut-être passer ensuite la parole, une certaine spécificité sur les questions migratoires aujourd'hui, c'est que d'abord, il y a une violence comme rarement il y en a eu dans les conflits, avec un impact très fort sur les civils et sur les aidants. C'est par exemple pour Gaza plus de 500 humanitaires qui ont été tués, une personne de mon équipe a été tuée, c'est une quinzaine de personnes chez MSF, c'est 300 personnes des Nations Unies, mais c'est aussi de la violence sur d'autres conflits, au Soudan aussi, en République démocratique du Congo, où régulièrement des humanitaires sont tués. Donc il y a de manière beaucoup plus décomplexée, il me semble, qu'il y a quelques années, un non-respect du droit international humanitaire qui est en train d'être assumé, y compris par des démocraties qui sont toujours prétendues être les grandes défenseuses de ce droit qui s'est constitué, consolidé, on va dire, plutôt au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, pour éviter que les crimes de masse, les crimes de guerre et les drames tels que la Shoah se répètent. Donc il y a aujourd'hui, et je vais m'arrêter là, une mise en tension très forte et une impunité avec un droit international humanitaire qui est mis en tension et qui rend le travail des humanitaires très difficile et qui donc rend l'accès à de l'aide pour notamment les réfugiés, les exilés, qui est plus compliqué à apporter, donc une plus grande vulnérabilité. Il me semble que ça, c'est un point important. Il y a aussi, et ça c'est un autre point qui est nouveau pour moi, le fait que sur les questions des exilés, certes pour de nombreux pays, les exilés sont un problème parce que, on le sait, hein, de l'Iran passant par la France ou par d'autres pays, les exilés peuvent être à un moment donné des acteurs vers lesquels on va retourner tous nos problèmes sociaux pour les instrumentaliser et considérer, par exemple, qu'aujourd'hui, si notre système de santé est mauvais, c'est à cause de l'aide médicale d'État, ce service qui est rendu aux personnes en situation administrative précaire. On va nous expliquer que si on a des tensions sociales, c'est parce que ce sont les exilés qui sont responsables de tous ces éléments. Donc on voit que la question des exilés est un problème politique important, instrumentalisé souvent. Mais ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est que ceux qui les aident, et peut-être plus qu'avant, ceux qui les aident sont aussi un problème. Et on a eu quelques années la question du délit de solidarité qui était une épée de Damoclès qui pesait sur la tête des associations, y compris en France, y compris le Médecins du Monde, hein, pourtant une grosse association reconnue, où les bénévoles, les salariés étaient suspectés, ils pouvaient aller en prison, ils pouvaient payer une amende très forte dès lors qu'ils aidaient des personnes en situation administrative précaire. Ce délit de solidarité, il a été mis de côté heureusement, mais il a quand même pendant plusieurs années pesé sur l'opérationnalité des associations. Et ce qu'il y a aujourd'hui de très marquant, c'est qu'on le voit bien, encore une fois, pour de nombreux acteurs politiques, les exilés sont un problème, je vous l'ai expliqué, mais les aidants sont un problème, les associations comme la mienne sont un problème. Régulièrement, moi, quand je fais de la presse ou des débats face à certains acteurs politiques plutôt de tendance extrême droite, ils considèrent que mon organisation aide des personnes en situation administrative précaire. Donc, nous sommes complices de passeurs lorsque, par exemple, nous faisons du sauvetage en mer Méditerranée en partenariat avec SOS Méditerranée, qui est une association qui fait du sauvetage. Et donc, si nous sommes complices de passeurs, c'est que nous sommes les criminels. Et donc, lorsqu'ils seront au pouvoir, ils nous feront la peau, en gros. Et donc, c'est une question sur laquelle on reviendra après. Oui. Mais cette question aujourd'hui de la mise en tension aussi des acteurs de l'aide, qui se traduit par de nombreux morts sur le terrain, et pas que à Gaza, qui se traduit par des pressions politiques fortes, il se traduit aussi par des baisses de financement majeures sur lesquelles on reviendra, baisse de l'aide publique au développement. Et tout ça, ça s'intègre aujourd'hui dans une dérive qui impacte nos démocraties d'acteurs radicaux qui se caractérisent comme étant des acteurs anti-droit.
C'est-à-dire qu'un monsieur comme Trump, il explique que lui, il est contre le droit des femmes à pouvoir avorter, il est contre le droit des minorités LGBTQ+ à exister, il est contre le fait qu'il y ait des exilés, il est contre le fait qu'il y ait des associations qui puissent exprimer de la solidarité dans le champ social, et donc il va tout faire pour nous défoncer, couper les financements et ensuite créer les cadres juridiques pour nous attaquer. Donc sur la question des exilés, sur la question de la dimension politique que ça comporte, se jouent aussi des questions existentielles pour de nombreuses organisations qui leur portent secours et se pose au fond, de mon point de vue, une question beaucoup plus profonde qui est celle de mettre à mal la diversité des acteurs d'une société civile démocratique qui amène des points de vue, des controverses différentes, qui défendent des valeurs de solidarité. Et donc, ces attaques de ce radicalisme, populisme plutôt à tendance d'extrême droite, de mon point de vue, est une véritable régression démocratique sur laquelle il faut vraiment se mobiliser pour défendre nos valeurs de solidarité et de liberté. Bravo. Alors, tu as dit tout d'un coup. Bon, donc si je reprends notamment sur la réaction justement des démocraties et sur la réaction par exemple de l'Europe avec laquelle tu as beaucoup travaillé, Mathieu, on a eu un panorama très très général et puis ensuite effectivement comment les mécanismes les uns après les autres se répondent avec un délitement peut-être des capacités démocratiques de faire jouer le droit international dans ces grands mouvements, notamment autour de la question migratoire. Toi, tu as travaillé, Mathieu, beaucoup sur la question de l'Europe, sur la question des migrations, sur les retours aussi, sur les réponses possibles qui étaient proposées au niveau du droit, au niveau des dispositifs. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait en dire justement en réponse ? En fait, en écoutant Jean-François, il y a deux choses qui me sont venues en tête. C'est une sorte de déconnexion finalement entre la réponse ou les réactions. Des fois, c'est juste des réactions publiques des gouvernements européens, donc qui, mon point de vue, de là d'où je parle, face finalement au conflit dans le monde, et cette déconnexion par rapport à des personnes qui viendraient trouver refuge en Europe. Et comme tu l'as dit, c'est une minorité en fait qui arrive jusqu'ici pour plein de raisons, et qui est notamment liée aux difficultés d'arriver jusqu'au territoire européen. Donc il y a certaines déconnexions ou à l'inverse une surréaction. Et je me dis finalement quelque part le concept, l'idée de migration empêchée, c'est peut-être la norme de demain. Pas uniquement pour Gaza, pas uniquement pour Liban, et l'objectif vraiment, et on l'a entendu en 2021, 2 jours après la chute de Kaboul, donc 15 août 2021, le 17 août, le président Macron intervient à la télévision sur la situation, donc avec les talibans qui reprennent le pouvoir à Kaboul et les occidentaux qui fuient, en essayant d'emporter dans les avions quelques personnes afghanes qui avaient collaboré avec nous. Une des premières réactions du président de Macron, c'était de vouloir protéger les Européens de l'immigration irrégulière. Alors que quand on connaît la situation en Afghanistan et des migrations des Afghans, c'était une vaste blague parce que, les Afghans ne peuvent pas partir, et encore moins aujourd'hui, d'Afghanistan. 90% des réfugiés afghans se trouvent au Pakistan et en Iran. Et ils sont d'ailleurs actuellement expulsés du Pakistan et de l'Iran et sous les bombes en Iran également. Et c'est une extrême minorité qui a la possibilité d'arriver en Europe après des fois des années d'errance entre le Pakistan jusqu'à la France, l'Allemagne ou d'autres pays d'Europe de l'Ouest, en passant par la Turquie. Donc ça avait un non-sens. Et puis plus récemment, avec la guerre actuellement et les bombardements sur l'Iran, des gouvernements européens, pas la France, qui s'inquiétaient justement d'une nouvelle crise migratoire type 2015. Et donc, et de vouloir prévenir ça, parce que c'est ça qu'il y a derrière. Et donc, il y a cette idée quand même de migration empêchée de plus en plus. J'ai l'habitude souvent de dire qu'en 2015, finalement, l'Europe ou l'Union européenne, plus précis, et encore plus en 2022 avec l'Ukraine, qu'on reviendra un peu plus sur cet épisode-là qui est si particulier, l'Union européenne est rentrée dans le 21e siècle des réfugiés.
On a été plutôt à l'écart de ces grands mouvements de population liés à des conflits précédemment, à l'exception des années 90 avec la guerre des Balkans, et donc c'est une guerre européenne, et donc bien sûr les réfugiés des Balkans sont allés d'abord dans des pays européens, les pays limitrophes, en particulier déjà l'Allemagne, mais malgré les discours qu'on peut entendre, l'Europe n'est pas très centrale dans ces mouvements de déplacement forcés. Elle n'est toujours pas, hein, mais elle a été quand même un peu plus avec 2015. La première réponse, il faut quand même le reconnaître, a été d'abord humanitaire, parce que ça a été une crise humanitaire, et en particulier en Grèce, où on a vu justement des grandes agences, les grandes ONG humanitaires ou les grandes agences des Nations Unies intervenir avec un savoir-faire humanitaire, purement humanitaire en Grèce, quelque chose qu'on n'avait pas vu sur le territoire européen depuis des décennies. Donc ça a été quand même la première réponse qui a été apportée, mais assez rapidement, cette question de l'accueil, parce que c'est finalement ça qui est l'enjeu, a été un sujet de tension et de crise entre les États européens. Et de manière assez étonnante, on était en période du Brexit, est arrivé ensuite le Covid, on a l'impression que c'était ça qui allait définir l'avenir de l'Union européenne, la manière dont on accueille et dont on traite, excusez-moi du terme, mais c'est ça qui est en jeu, des personnes exilées, pour prendre un terme plus large. Et donc assez rapidement, finalement, les États européens sont rentrés, je n'ai pas rentré dans la complexité parce que c'est extrêmement complexe, dans des réformes politiques qui ont abouti en mai 2024, donc il y a quasiment 2 ans aujourd'hui, à ce qu'on appelle le Pacte européen sur l'asile et l'immigration. Donc il y a un ensemble de 5-6 textes européens, c'est des centaines de pages, pour réformer les politiques européennes, surtout d'asile et d'immigration. Donc on a mis 8 ans pour l'adopter, pour se mettre d'accord entre les États membres et avec le Parlement européen, et avec une réponse qui est finalement comme on ne s'entend vraiment pas en fait entre nous pour savoir comment accueillir des populations réfugiées, exilées, migrantes, faisons en sorte qu'elles n'arrivent pas ici. Ça permet de régler les problèmes et de mettre en place donc tout un mécanisme tout au long du parcours migratoire finalement, qui va essayer de contenir au maximum les arrivées dites spontanées ou irrégulières de personnes migrantes et potentiellement réfugiées. Et donc c'est d'essayer de mettre à la fois à l'intérieur de l'Union européenne et notamment au plus proche des frontières européennes, et on expérimente ça finalement depuis 2015 en Grèce, dans une moindre mesure en Italie, des centres de filtrage, c'est le terme qui est utilisé dans les textes, pour filtrer, donc discriminer ou distinguer ceux qui relèveraient a priori du droit d'asile, donc qui est inscrit dans le droit européen, dans les constitutions nationales, comme en France, la France reconnaît, la Constitution française reconnaît le droit d'asile, et les autres, mais les autres ont des droits aussi au regard de nos constitutions et de nos conventions européennes, et puis de les maintenir donc au plus près des frontières extérieures, et même quand ils vont arriver sur le territoire européen, essayer de les contenir un peu à l'écart du reste de la société, et de aussi précariser de plus en plus et de conditionner de plus en plus leur séjour, y compris irrégulier en France. Et ça, c'est en France et en Europe. Et ça, c'est une nouvelle tendance que l'on observe depuis quelques années, alors qui vient plutôt des États membres, pas forcément du haut, mais plutôt du bas des États membres, notamment des pays nordiques, qui étaient avant un exemple assez intéressant justement d'égalité des droits, et notamment des droits sociaux, d'essayer de conditionner tout le temps le séjour. Dès qu'une personne va faire une bêtise plus ou moins grave, on va pouvoir lui enlever les droits, voire pouvoir l'expulser. Donc on est sur des gens qui sont sous conditions tout le temps. Et puis l'autre aspect aussi, autant éviter donc ce qui arrive, et donc là c'est la question des partenariats avec des guillemets. C'est les termes aussi, encore une fois, officiels utilisés, avec des pays dits tiers, donc des pays principalement qui nous entourent. Il y a une tentative après 2015 de travailler davantage avec des pays d'Afrique subsaharienne, qui était la priorité, même si les personnes migrantes d'Afrique subsaharienne sont extrêmement minoritaires dans l'immigration en Europe.
extrêmement minoritaire. Peut-être la France, on est un peu plus concerné du fait de notre histoire coloniale, mais ça c'est notre histoire française. Mais dans le reste de l'Europe, ça reste très minoritaire, l'immigration d'Afrique subsaharienne vers l'Europe. Ça n'a pas marché pour plein de raisons, aussi parce que la situation dans le Sahel s'est dégradée d'un point de vue sécuritaire. On travaille beaucoup avec le Niger, qui était un point de transit, et les Européens, et notamment les Français, ont beaucoup travaillé avec les autorités du Niger, mais depuis le coup d'État, on ne peut plus mettre les pieds dans ce pays, donc on ne peut plus travailler avec eux. Donc c'était vraiment travailler avec les pays qui nous entourent. La Turquie, en premier lieu, qui est le principal pays de transit, des Syriens, des Afghans et d'autres nationalités vers l'Union européenne, avec un accord, un deal, comme on disait à l'époque, qui sonne très trumpien aujourd'hui, avec Erdogan, donc le président turc en 2016. Quelque part, on a demandé aux Turcs de empêcher les personnes de quitter. Et en échange, pour faire très rapidement, on a versé 6 milliards d'euros. Et ce qui permet aujourd'hui à la Turquie, encore aujourd'hui, de nous faire du chantage. Donc dès que le président turc n'est pas content avec des positions européennes, et ça a été le cas en 2020, quand on n'était pas très en faveur d'une intervention militaire turque en Syrie, les autorités turques ont envoyé des dizaines de milliers de migrants aux frontières. Et puis avec la Libye, puisque maintenant c'est les Libyens qui sont responsables des opérations de sauvetage en mer, et plus l'Italie. Et donc, ils vont ramener ensuite les personnes interceptées en Libye. Et on sait depuis au moins 10 ans ce qu'il se passe. Pas un secret pour ces personnes en Libye, c'est-à-dire une détention, des tortures, des mises en esclavage. Et puis Tunisie, et puis de manière beaucoup plus longue, le Maroc. Ce qui pourrait avoir une... Alors, si je mets de côté la question des droits, des valeurs, peut avoir une cohérence sur le papier. Après, il y a la vraie vie. Et déjà, ça coûte très cher. On est en train et on va investir énormément, des milliards d'euros dans tous ces dispositifs. La Commission européenne prévoit 3 milliards d'euros pour aider les États membres à mettre en œuvre ce pacte qu'on est censé mettre en œuvre d'ici cet été. Pour info, ça va être très mal parti en France d'un point de vue politique, mais 3 milliards d'euros supplémentaires, donc ça va coûter des dizaines de milliards d'euros, plus aujourd'hui des objectifs de développer l'intelligence artificielle pour des contrôles aux frontières et aussi pour l'examen des demandes d'asile, l'utilisation des drones. Donc en fait, on va enrichir des sociétés privées, principalement peut-être de l'argent qui aurait été plus efficace sur l'insertion, l'accueil, l'intégration. Ça aurait été un investissement plus rentable pour nous. Pour la société. Donc ça va coûter très cher. Et puis, il y a les Européens, il y a vous, nous. Et là, nous sommes un facteur qui peut faire gripper la machine. Dans le sens, il y a une polarisation sur les questions d'immigration. Il ne faut pas le nier. Une montée du sentiment anti-immigré, la xénophobie en Europe. Cette polarisation, elle a aussi signifié, elle signifie toujours une mobilisation, un engagement qu'on voit de manière de plus en plus forte de la part d'Européens. Depuis 2015, 2022 avec les Ukrainiens ça a été encore plus visible, mais ça continue, ça se poursuit. Et c'est ça qui fait aussi gripper un peu la machine, parce que c'est des contre-pouvoirs d'une certaine manière. Et je pense que aujourd'hui, peut-être inconsciemment, mais j'en suis pas persuadé, il y a une volonté aussi de contenir, de containment un peu des populations migrantes, de les mettre à l'écart aussi de la population française et des populations européennes pour éviter ces liens, parce que les Européens ont une histoire de l'asile, ont une histoire de l'oppression, ont une histoire de l'immigration. Donc ça reste ancré dans nos traditions et dans notre vie. Et là, aujourd'hui, la prochaine étape, c'est finalement maintenant de confier à des pays tiers l'examen des demandes d'asile. Donc c'est des nouvelles réformes qui sont en train d'être discutées et adoptées en fait. Et ça s'est fait très rapidement au niveau du Parlement européen et des États membres, de pouvoir renvoyer des demandeurs d'asile dans des pays comme l'Ouganda, le Rwanda, ce serait par exemple renvoyer des Afghans en Ouganda, et ce serait aux Ougandais en fait d'examiner les demandes de protection de ces personnes, sachant que l'Ouganda accueille déjà
plus d'1 million de réfugiés. Merci, on voit toutes les dimensions. Oui. Merci parce que c'est extraordinairement bien informé. On voit toutes les dimensions, donc déjà en application de ce qui avait été aussi dit par Jean-François, c'est-à-dire ce droit humanitaire qui est complètement mis à mal, des formes de déshumanisation aussi, bien sûr, dans le traitement de ces personnes. Et puis derrière, les aberrations de ce système avec des coûts exorbitants pour la sécurité au lieu finalement d'avoir des politiques d'accueil ou d'intégration, etc., etc. Donc, et puis, au final, cette polarisation, comme on l'a dit, qui vient aussi impacter le corps social de manière extrêmement forte. Alors justement, revenons aussi dans la vraie vie de l'accueil. Ça, c'est celle d'Aurélie Elassac-Marzorati. Ça fait des années et des années que tu travailles autour des dispositifs d'accueil possibles. Il y a eu très certainement voilà, des changements, des dynamiques qui ont été encore plus difficiles, peut-être des choses qui se sont crispées. Est-ce que tu peux nous parler d'intéressantes expériences, d'abord de ce que tu fais, et puis de ce qui, pour toi, aujourd'hui, voilà, où sont les défis en ce moment dans cet accueil ? Je te suis très reconnaissante, Marie-Caroline, de m'avoir invitée aujourd'hui à parler devant des visages aussi différents, des jeunes, et ça fait toujours énormément plaisir de pouvoir parler aux jeunes de ces questions qui nous préoccupent autour de cette table, des questions migratoires, des questions de l'accueil. Tu parles de crise migratoire en 2015, moi je parlerai toujours de crise de l'accueil, mais j'y reviendrai dans mes propos. J'avais envie, alors désolé mesdames et messieurs les jeunes participants de cette assemblée, mais j'ai envie de commencer par Jean Ferrat. Je ne sais pas si vous connaissez Jean Ferrat, qui est un chanteur qui n'est plus là aujourd'hui, et qui, dans un de ses couplets, a dit « Quand vous viendrez chez moi, il n'y aura pas à s'en faire. La porte s'ouvrira, il y aura le corridor, et vous serez chez vous souris dans un gruyère. Les volets seront mis pour oublier dehors. » En France, nos volets ne sont pas véritablement mis pour oublier dehors, pour permettre à toutes celles et ceux qui viennent d'ailleurs, qui ont besoin de venir se protéger, qui ont besoin tout simplement de venir vivre autrement. Et bien pour celles et ceux qui ont fait ce choix de venir en France, nos volets sont souvent fermés, on ne les laisse pas rentrer dans notre maison. Et je parle de cela parce qu'aujourd'hui, je l'ai vécu et je le vis encore. Marie-Caroline le disait, on s'est rencontrés en 2015. Nous sommes rencontrés quand j'ai eu la chance de pouvoir, avec aussi Médecins du Monde représenté par Jean-François, pouvoir ouvrir le centre humanitaire de la Porte de la Chapelle. Et je l'appelle bien le centre humanitaire. Il a par ailleurs le nom de Premier Accueil, le centre de Premier Accueil. Et moi, j'ai fait le choix de garder ce nom de centre humanitaire parce que à ce moment-là, en 2015, on était vraiment dans une situation, on était dans une crise humanitaire en France. Il y avait de nombreuses personnes qui voulaient s'installer sur le territoire français ou passer sur le territoire français en attendant un mieux, un ailleurs qui était plutôt en Angleterre. Et ces hommes, parce qu'à ce moment-là, c'était plutôt des hommes, ces hommes n'étaient pas accueillis et se retrouvaient sur les trottoirs, notamment sur les trottoirs parisiens. Les acteurs que nous représentions à ce moment-là étions évidemment en colère, en incapacité de tolérer ce manque d'accueil, cette indignité, ce non-respect des termes qui nous dirigent toutes et tous, liberté, égalité, fraternité. Non, ce n'était pas au rendez-vous et ces personnes étaient accueillies sur les trottoirs parisiens et donc collectivement avec d'autres associations, Emmaüs Solidarité où je travaillais, la mairie de Paris, très, très engagée sur ce sujet, nous avons décidé de faire le centre humanitaire de la Porte de la Chapelle en considérant que, eh bien oui, toutes les personnes, quelle que soit la suite du parcours, la suite de leur parcours sur le territoire français, eh bien toutes ces personnes avaient le droit d'être bien accueillies. Elles avaient le droit d'avoir un toit, mais pas uniquement un toit, et j'y reviendrai parce que accueillir, ça n'est pas juste proposer un toit et ça n'est pas juste gérer de l'urgence.
Et donc ce centre humanitaire de la Porte de la Chapelle, il a été pensé pour ces hommes qui venaient d'Afghanistan, qui venaient du Soudan, qui venaient de l'Érythrée, qui venaient de Somalie et qui, encore une fois, n'avaient pas forcément pour objectif de s'installer en France, mais qui passaient, qui étaient là en France et qui avaient le droit à ce moment-là, à un moment de dignité. Ce centre, il a accueilli de nombreuses personnes pendant 18 mois et il a dès le début proposé une réponse polymorphe. Cette réponse était un toit, comme je vous l'ai dit, une réponse administrative, en tout cas des informations sur toutes les informations utiles pour bien comprendre comment on pouvait demander l'asile, comment on pouvait s'installer sur le territoire français et la complexité administrative qui était la nôtre. Et puis, dans ce centre humanitaire de la Porte de la Chapelle, il y avait un pôle santé parce que dès le début, on voulait pouvoir prendre en charge les personnes et c'est là où Médecins du Monde était aux côtés d'Emmaüs Solidarité et en faisant des diagnostics, en rencontrant chaque personne qui pénétrait dans ce lieu pour voir si elle ne rencontrait pas des problèmes psychologiques, psychiatriques majeurs, si elle n'avait pas des pathologies lourdes qui nécessitaient une prise en charge immédiate. Au-delà de cette réponse santé, au-delà de cette réponse administrative, au-delà de cette réponse en termes de toit, eh bien, dès le début, nous avons pensé la rencontre. Et dans ce lieu, il y avait des bénévoles qui sont là à un moment donné pour tout simplement faire part du pays dans lequel on vient s'installer, dans lequel on vient, qui viennent parler de notre gruyère à nous et qui viennent raconter tous nos codes, toutes nos valeurs. Et ces bénévoles étaient là pour donner des habits, étaient là pour donner, pour proposer des actions, pour faire des accompagnements dans les hôpitaux et tout simplement pour, donner un sourire et dire bienvenue et être dans une position d'accueil. Ce centre humanitaire, il a duré 18 mois. Il était couplé avec un centre d'hébergement d'urgence qui accueillait uniquement des familles. Et là encore, la réponse santé était au rendez-vous. La réponse culturelle était également présente. Et au-delà de ces deux réponses-là, eh bien, il y avait une réponse scolaire. On avait réussi à installer une petite école dans ce centre d'hébergement d'urgence pour permettre aux enfants de commencer à comprendre les codes d'une école en France et en même temps pour pouvoir peut-être libérer un peu la maman qui avait besoin de se reposer dans la chambre à côté en se disant que ce lieu-là ne serait qu'un lieu temporaire et que très vite on n'avait qu'un souhait, c'est que ces enfants puissent aller dans les écoles classiques proposées sur le territoire français, dans nos écoles publiques. Si je vous raconte tout cela, c'est parce que pour moi, ce qui m'anime, c'est que accueillir ne peut pas être juste proposer un toit. Accueillir, c'est prendre la personne dans son entièreté et c'est dès le début organiser la relation avec toutes les personnes qui composent notre pays. Et aujourd'hui, depuis ces deux expériences qui ont beaucoup marqué, je crois, le secteur de l'accueil, eh bien ces deux expériences finalement sont à nouveau devenues caduques et on est reparti dans un système d'une violence rare où finalement on ne propose qu'un toit, on ne va pas beaucoup plus loin que ce simple toit et que le toit est à nouveau insuffisant en nombre. C'est-à-dire qu'il est insuffisant définitivement en termes de qualité, mais il est aussi insuffisant en nombre. Aujourd'hui, en France, il n'y a pas assez de centres d'hébergement d'urgence, de centres d'accueil pour demandeurs d'asile, d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile. Il n'y a pas assez de lieux d'accueil qui permettent à ces personnes d'avoir ce toit et qui permettent en même temps à ces personnes de se sentir bien sur le territoire. Aujourd'hui, ce sont 200 000 personnes qui sont sans solution en France. 200 000 personnes qui vivent sans rien. Je ne sais pas si vous avez vu passer le baromètre qui a été réalisé, baromètre social qui a été réalisé par UNICEF et par la Fédération des acteurs de la solidarité. Il y a également plus de 2000 enfants en situation de rue qui n'ont pas de solution d'hébergement. Et parmi ces plus de 2000 enfants, bien, sachez que la plupart viennent de l'étranger, la plupart sont des personnes qui viennent d'ailleurs et qui, le chiffre le dit par lui-même, qui ne sont pas accueillis. Des enfants dont on ne veut pas pour lesquels on ne veut pas proposer une solution, des enfants qu'on ne prend pas en charge. Donc aujourd'hui, pour répondre à ta question, Marie-Caroline, notre secteur est soumis à une saturation permanente. Nos équipes sont confrontées à cette saturation permanente, les équipes de professionnels, les équipes de bénévoles. Il n'y a pas assez de places, ces places sont insuffisantes et ces places ne sont pas d'une qualité
de la qualité que nous souhaitons toutes et tous. Au-delà de cette saturation permanente auquel le monde associatif est confronté, monde associatif qui, j'en parlais avec l'intervenant précédent tout à l'heure, monde associatif qui aujourd'hui devient un simple monde d'opérateurs. Nous n'avons plus le droit de porter la voix, nous n'avons plus le droit de dire que nous ne sommes pas d'accord, nous n'avons plus le droit de dire que tout cela n'est pas satisfaisant, que nous voulons plus. Si nous sommes les pires extrémistes si nous daignons prendre la parole, puisque nos associations sont financées de façon très très majoritaire par l'État, que finalement il y a une sorte de délégation du service public qui a été confiée aux associations, et les associations qui précédemment pouvaient prendre la parole et pouvaient porter la voix des plus démunis, des plus vulnérables, aujourd'hui ont beaucoup plus de difficultés pour le faire. Une association comme Médecins du Monde aura peut-être, je parle sous ton contrôle, mais aura peut-être moins de difficultés que nous parce qu'elle n'a pas le même modèle économique, et encore, mais en tout cas pour celles et ceux qui ont un modèle économique reposant sur les financements de l'État, eh bien aujourd'hui, notre capacité à prendre la voix, à prendre la parole est devenue extrêmement complexe. Saturation permanente, rupture de parcours, ça veut dire quoi rupture de parcours? C'est qu'aujourd'hui, il y a plein de personnes qui peuvent être prises en charge et puis au bout de quelques mois, eh bien, on les fait sortir des dispositifs, elles se retrouvent à la rue, elles sont baladées sur un autre dispositif et puis on va les renvoyer sur encore un autre dispositif. Ce système absolument inhumain qui consiste à dire que on ne pose pas la personne, on ne lui permet pas, au-delà d'avoir un toit, d'avoir une simple maison, de pouvoir se poser, de pouvoir s'inscrire dans son environnement, dans son quartier, de pouvoir discuter avec ses voisins. Aujourd'hui, ça n'est pas possible pour une personne qui vient d'ailleurs et qui n'est pas correctement accueillie. Et puis au-delà de cette rupture de parcours, je voudrais aussi vous parler. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a certains qui sont travailleurs sociaux ou qui veulent devenir travailleurs sociaux, mais aujourd'hui, il y a une véritable tension entre le sens du travail et les contraintes des dispositifs. Les travailleurs sociaux aujourd'hui sont soumis à une véritable crise de la vocation. On n'a plus envie d'être travailleur social en France, déjà parce que c'est mal payé, il faut dire les choses. Et au-delà de ça, même si la rémunération, évidemment, c'est important, au-delà de ça, c'est l'intérêt qu'on peut porter à son travail dans toutes ces contraintes administratives. Aujourd'hui, on doit plus travailler pour un dispositif que travailler pour des personnes. Alors que quand on est travailleur social, on souvent le fait par choix d'empathie, on a un goût pour l'altérité, on a un goût pour l'autre, on a un goût pour agir pour l'autre. Eh bien, c'est ce goût-là, il nous est retiré. Aujourd'hui, on travaille pour des indicateurs, faire en sorte que le flux soit au rendez-vous, les personnes n'existent pas, le flux, en revanche, a toute son importance. Merci beaucoup. Alors, il y aurait beaucoup de choses à rajouter et puis qui me parlent évidemment dans ce que tu viens de dire. Je pense à l'association dont je suis présidente, dont je vous dis le nom pour que maintenant vous ne le ratiez plus jamais quand vous l'entendez, qui s'appelle le Centre Primo Levi, qui est la grande association qui s'occupe de la santé mentale, notamment des exilés. Le sous-titre, c'est « Vivre après la torture ». Ce centre qui a 30 ans et qui, depuis l'année dernière, survit mal après la violence des coupes publiques, des budgets publics. Pourtant, c'est l'année de la santé mentale, mais quand il s'agit d'exilés, il n'est plus question de santé mentale. Je reviens donc à ce que tu dis. Tu nous as beaucoup parlé en même temps que tu, évidemment, dénonçais le contexte de violence politique, extrêmement délétère pour des associations qui ont pourtant des enjeux humains et sociaux absolument importants. C'est finalement ces associations-là aussi qui font tenir du lien commun, du possible commun pour toute une partie de la population. Et bien de l'autre côté, il y a des solidarités très fortes, il y a des engagements, tu l'as dit, beaucoup. Il y a aussi des crises de l'engagement. Vous savez que de plus en plus, il y a des thèses, pour être d'abord professeur, je vois des thèses avec le sujet, c'est le découragement, l'épuisement. C'est des nouveaux sujets, c'est des nouveaux concepts, littéralement. Il y a une économie morale, évidemment, quand on travaille sur ces questions-là, et ce sont des vraies notions, et ça devrait vous parler, parce que ce qu'on attend en fait des jeunes, c'est l'inverse, c'est-à-dire gardez votre élan, s'il vous plaît, gardez votre élan par rapport à ces questions-là. Ne rentrez pas dans ces machines à découragement qui sont celles que subissent aujourd'hui les travailleurs sociaux. Alors, je me retourne vers quelqu'un qui a beaucoup d'élan, en l'occurrence, qui a même un élan exceptionnel. Aman, est-ce que tu peux, donc à partir peut-être de
ce qui a été dit, et puis surtout de toi, ton expérience personnelle, puisque tu as vécu une forme d'accueil ou de non-accueil. Hein. Dans cette crise, je suis 1000 fois d'accord avec toi, la recherche ne parle plus de crise des migrations, mais de crise de l'accueil quand on parle de 2015. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que toi, tu vois de tout ça, hein? Déjà, merci infiniment pour l'invitation et je suis honoré parmi les personnes qui sont... Moi, je ne suis pas chercheur, je ne suis pas directeur, je ne suis rien. Juste, j'ai passé ce que vous avez entendu, le parcours migratoire, qui est un peu complexe parfois, car ça peut créer des facteurs, on va dire, des stress post-traumatiques pour les personnes. Mais ça, comment il faut changer? C'est ça que je veux vous partager, si vous pouvez me permettre. Ça peut aussi réveiller certains qui sont en train de dormir. Et donc, je m'appelle Aman, je suis érythréen. Est-ce que vous connaissez un peu l'Érythrée, peut-être un petit peu? L'Érythrée. Où l'Érythrée? Ça parle à personne. Et donc, l'Érythrée, c'est l'Est de l'Afrique, à côté de Soudan, Éthiopie et Djibouti, à la mer Rouge, qui est aussi située à côté de l'Arabie Saoudite. Et donc, moi, je suis né en Érythrée. L'Érythrée, il est indépendant depuis 1991, officiellement 1993, qui est devenu indépendant. Et moi, je suis né en 1991. C'est presque, on a le même âge entre mon pays et moi. Donc, j'ai quitté l'Érythrée avant que j'ai quitté l'Érythrée. Pourquoi j'ai quitté l'Érythrée? C'est important aussi de savoir. On a un président provisoire depuis 1991. Donc, il est là juste pour surveiller que pour les personnes, des gens comme moi, que c'est un obligatoire du service armé. Les gens, quels que soient hommes, femmes, hommes, on s'en fout. En fait, à partir qu'ils sont un peu costauds comme des animaux, ils peuvent aller à partir de 16 ans jusqu'à... Il n'y a pas d'âge défini. À part si on est un handicap physique ou psychologique. Et ces personnes, en fait, l'armée, c'est pas comme ici. L'armée, ici, moi, j'aurais fait tout le temps. Il n'y a pas de problème. Chez nous, il y a des conditions très, 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 très compliquées, dégradées. Et il n'y a pas moyen, en fait, pour vivre les armées. Et en fait, c'est un gouvernement, c'est extrêmement pression. C'est un gouvernement régime dictature. Certains qui nomment l'Érythrée la Corée du Nord en Afrique. Comme ça, c'est un peu clair. Pourquoi aussi j'ai quitté? Parce que dans cet état, je ne peux pas vivre. Parce que quand j'ai quitté mon pays, ça me fait penser beaucoup de gens comme vous. J'étais à votre âge. J'avais entre 17 ans et 18 ans. Donc, j'ai quitté mon pays à pied, d'Érythrée jusqu'à Soudan. Ça m'a pris presque une semaine. Le pasteur, quand il m'a dit, en fait, Aman, je sais que tu es né à la capitale, tu ne marches pas beaucoup, donc tu sais que si tu veux partir avec nous, et les chemins sont longs, tu vas être fatigué, tu vas marcher presque une semaine. J'ai dit, écoute, ça fait 18 ans que je marche à pied, ça va, je peux aller avec toi. Donc, je suis allé avec lui. On était 8, 4 ils étaient arrêtés par des polices. Nous, on a réussi à échapper. Donc, on est parti, on est arrivé au Soudan. Le Soudan, en fait, aussi, c'est un des pays voisins qui a accueilli depuis 70 ans. Avant l'indépendance de l'Érythrée, ils ont accueilli 1 million des Érythréens. Et aussi qui accueille toujours. Mais malheureusement, actuellement, le Soudan, c'est aussi en guerre interne. Et je pense aussi l'hommage pour tous les Soudanais qui sont morts aussi actuellement. Donc, l'Érythrée aussi, les Érythréens. Pourquoi ils quittent l'Érythrée? Parce qu'il y a la cause des militaires obligatoires. Avant, on arrive en Europe, on traverse par le Soudan, après la Méditerranée. Après, pour les Érythréens, la plupart, notre destination, ce n'est pas la France. C'est notre destination, soit l'Angleterre, soit le Scandinavie. Suède, notamment, en Norvège ou en Allemagne. Pays-Bas. La France, c'était la dernière destination pour nous à l'époque. Donc, j'ai entendu que moi, quand je suis arrivé en Europe, c'était en crise migratoire. J'aime pas le mot crise en français, mais j'aime bien le mot crise en grec, parce que ça change le sens. En grec, quand on dit crise, en disant que saisir l'opportunité, c'est-à-dire il faut saisir l'opportunité. Le mot
crise. Et donc, moi, je suis parmi les personnes qui sont venues en France, les générations crise migratoire. Je suis arrivé en France, je ne parle pas français, et je ne connais pas du tout la culture française, je ne sais personne. Donc je voulais partir déjà en Angleterre. Ce qui me fait changer, rester en France, c'était un petit sourire. C'est un prêtre qui est venu me voir en disant qu'il me saluait en épaule comme ça, on a notre culture. Nous, on se salue comme ça à l'époque. Donc avec les épaules, on se salue comme ça. Et il fait salutation comme chez nous. Peut-être qu'il me connaît. Il me parle en anglais. Je le dis un peu en se moquant de lui. Laisse-moi tranquille, je suis fatigué, je vais aller pour manger et après je vais partir en Angleterre. Il me dit, tu ne veux pas rester en France? Je dis, je ne connais pas la France, la culture française, plus l'histoire France. J'avais une image entre la France et Calais, c'est le même. J'ai dit, c'est ça la France, je ne veux pas rester en France. Il m'a dit, non, c'est pas ça la France. La France, si tu veux voir, viens chez moi à la maison. Comme ça, tu verras la France. Il me ramène chez lui, à Arras. Donc, je suis parti chez lui. Il ne me connaît pas, je ne le connais pas. C'était un prêtre qui, à l'époque, c'était en Prado, qui, en fait, entre Arras et Lyon, qui vivait. Et le lendemain, il devait partir à Lyon, retourner à Lyon. Il m'a laissé la clé, il me dit, tu restes ici, si tu veux retourner à Arras, à Calais, tu peux, si tu veux rester, tu peux rester. Mais je dis, il est fou, comment il me laisse la clé qu'il ne me connaît pas, quoi. Il y avait un Érythréen sur place qui m'a expliqué un petit peu. J'ai dit, écoute, il travaille depuis longtemps avec des Érythréens, ça va, il a l'habitude, il te fait confiance, même s'il ne te connaît pas, donc tu peux rester. Moi, je me demandais, pourquoi je vais partir en Angleterre. D'abord, pourquoi j'ai quitté mon pays? Parce que j'étais pas libre, j'avais pas de sécurité, j'avais pas un toit. Je ne peux pas bouger comme je veux. Si en France, que j'ai cette opportunité, que je peux rester en France, que faire demande d'asile, la France qui m'accueille, quelqu'un qui m'accueille chez lui, l'hospitalité, pourquoi pas? Donc j'ai changé ma destination, je reste chez lui. Pendant 3 mois, il me dit, Aman, tu ne parles pas français, donc tu ne veux pas rester en France. Je dis, si, mais je parle avec qui? En fait, toi, tu n'es pas là, donc je parle avec qui? Il m'a fait présenter à d'autres prêtres. Je suis allé dans un petit village, à Aire-sur-la-Lys, dans le nord. C'est un autre prêtre aussi, qui habite dans un petit presbytère. Je suis musulman, lui chrétien, prêtre, on vit ensemble dans un petit presbytère. Et tout est possible. Donc, encore, tout est possible, comme tu dis, Marie-Caroline, dans ton livre, un nouveau livre. Et moi, j'ai dit, aussi, c'est important pour moi, en fait, de partager avec vous aussi cette expérience, parce que quand on ne connaît pas quelqu'un, toujours on a peur de lui. Quand on ne connaît pas quelqu'un, en fait, je ne sais pas ce qu'on va faire. Je vois beaucoup de gens, en fait, actuellement, en fait, je ne sais pas comment je vais parler avec ces personnes, je ne sais pas comment je dois essayer, comment on fait, je ne sais pas faire. En fait, n'ayez pas peur, toujours. Essayez ce que vous faites. S'il y a une erreur, ce n'est pas grave, ça va reproduire, ça va, en fait, changer, en fait, votre expérience. J'ai le temps? 2 minutes? Ok. 2 minutes, exceptionnel. Et donc, ça, c'était mon expérience. Pourquoi je suis resté en France, pourquoi aussi j'ai fait cette expérience. Et actuellement, je travaille à Calais, à Lyon, dans un dispositif qui s'appelle l'espace Orsper Samdara, qui est aussi basé à l'hôpital psychiatrie Vinatier. Je travaille avec beaucoup des étrangers qui viennent d'arriver. Parmi les personnes qui parlent français, il y en a qui parlent français, mais quand même, comme vous avez entendu toujours, en fait, il n'y a pas le droit. En fait, ça crée beaucoup de traumas pour les personnes qui viennent d'arriver en France. Aurélie aussi, il avait cité qu'en fait, il y en a beaucoup aussi qui dorment à la rue. Donc, ils n'ont pas accès au soin, le droit. Et donc, ce qu'on fait à l'espace, le soutien psychosocial, nous, on ne peut pas donner le logement, on ne peut pas donner le travail, on ne peut pas donner le papier, ce n'est pas notre rôle. Juste une écoute active, sans juger les gens et de comprendre. Et après, aussi, de les orienter vers d'autres dispositifs, notamment comme la PASS ou d'autres partenaires qui peuvent les aider. Le médiateur, il peut être plusieurs casquettes, qui peut parler en plusieurs langues avec les gens, en écoutant, de soutien et du côté de regarder. Quand quelqu'un, par exemple, qui pleure, tu lui donnes un petit verre avec un petit mouchoir, ça suffit en fait.
Je ne peux pas donner les médicaments. C'est pas les médicaments qui soignent, en fait. C'est l'hospitalité, le regard, en fait, l'écoute qui soigne. Donc, ce qu'on fait à l'espace. Derrière un médiateur, il y a un psychologue, il y a un psychiatre, il y a tout. En fait, le médiateur, en fait, il est là juste une écoute pour donner, en fait, une petite attention pour les gens et faire la médiation entre les professionnels, entre la personne, entre moi, entre les autres. Merci beaucoup. Avant de passer la parole à la salle, j'aimerais juste qu'on puisse rebondir par un très rapide tour de table sur une question que vous avez soulevée. En même temps que de rappeler notamment Jean-François, Aurélie et Mathieu, finalement le rétrécissement là, du champ des possibles, en tout cas au niveau politique, au niveau international, au niveau géopolitique. Bon, tu t'es lancé sur Trump, heureusement tu t'es arrêté, mais c'est vrai que on bascule là dans quelque chose dans du non-droit systématique. Et puis, mais en même temps que ça, on entendait dans vos discours d'autres formes d'accueil possibles qui se sont mis en place. Et j'aimerais bien, de ce point de vue-là, que Mathieu nous parle un tout petit peu de la question ukrainienne. D'autres formes de solidarité, et de ce point de vue-là aussi, avec le livre que tu as écrit précédemment, avec les dispositifs que tu continues à mettre en place, il y a beaucoup de choses qui se font, des déplacements aussi peut-être, faire moins confiance à des fonds publics qui de toute façon ne répondent plus et ne répondent plus depuis cette cascade en série à partir de l'arrêt des financements USAID, etc. On a en France, on passe aussi à d'autres priorités pour ce qui est des financements sur ces sujets-là, et donc la nécessité quelque part de se réinventer, entre guillemets, pour employer cette expression un peu banale, mais la nécessité pour tout un secteur associatif de l'accueil autour des questions migratoires, de proposer autre chose. Et de fait, il y a beaucoup de choses en ce moment. Alors, est-ce que tu peux nous parler un tout petit peu de ça? Puis ensuite, on passera là. Alors, sur l'Ukraine en particulier, peut-être juste un mot sur Trump. Il ne faut pas penser que ça n'a pas d'impact pour nous et pour les migrations en Europe. Parce que la fin de la coupe, les coupes des aides humanitaires, des aides américaines humanitaires ont un impact sur des personnes en situation de déplacement, peuvent être aussi accélérer des déplacements, et aussi, et c'est ce qu'on est en train de voir, c'est cette logique transactionnaire de faire des deals, ce que font de plus en plus les États-Unis avec des pays notamment d'Afrique pour accepter des migrants des États-Unis, et ce que nous sommes en train de commencer à faire les Européens. On le fait peut-être avec moins de grossièreté en Europe, mais on fait la même chose. C'est-à-dire que parce que ces pays n'ont plus d'argent de l'aide publique au développement, ils vont accepter, contre de l'argent, à prendre sur leur territoire, entre guillemets, nos migrants, c'est-à-dire même pas des ressortissants de ces pays, c'est pas du retour. Je parle pas de retour d'étrangers en situation irrégulière. C'est on va envoyer des personnes qui n'ont aucun lien avec ce pays contre argent, et parce qu'aujourd'hui la situation humanitaire est terrible et qu'il n'y a plus d'aide humanitaire au développement, et que les Européens aussi baissent beaucoup. La France, je crois que c'est moins 30%. Moins 50%. Donc c'est pas que les États-Unis. Ces pays vont accepter cet argent. Pour revenir à l'Ukraine, l'Ukraine, enfin pour des personnes comme moi qui travaillent depuis 20 ans sur ces questions, 10 ans plutôt en plaidoyer associatif et ensuite 10 ans plus recherche think tank, l'Ukraine c'est un cas d'école presque inespéré, si je peux me permettre le terme. Ce qui s'est passé en 2022 en Europe, c'est ce que la Turquie, le Liban a connu en 2011 avec la Syrie, ce que la Colombie a connu en 2015 avec le Venezuela. C'est-à-dire que des personnes réfugiés, pour faire court, vont d'abord fuir dans les pays limitrophes pour plein de raisons, parce qu'ils n'ont pas forcément la possibilité d'aller plus loin, parce que la plupart, dans un premier temps, en tout cas, ont pour objet de volonté de retourner au plus vite dans leur pays. Puis il y a aussi des liens culturels, linguistiques avec des pays limitrophes. Donc l'Union européenne a vécu ça, enfin l'Europe a vécu ça avec plus de 5 millions de personnes accueillies, enfin qui ont fui l'Ukraine vers l'Union européenne, d'autres qui ont fui vers d'autres régions européennes, dont la Russie, mais 5 millions dans l'Union européenne, c'est-à-dire 5 fois plus que 2015.
C'est le plus grand mouvement de déplacement, plus grand déplacement de population qu'on ait connu sur ce continent depuis 1945. Donc, s'il y a eu crise migratoire quelque part, elle était plutôt ici. Or, ça n'a pas du tout été le cas, en tout cas pas été présenté comme tel. Moi, je suis aussi d'accord pour dire que 2015 n'est pas une crise dite migratoire. Moi, je dirais même pas une crise de l'accueil, c'est juste une crise de l'Union européenne, du fonctionnement de nos institutions. Mais 2022, ça n'a pas été comme ça parce qu'on a pris tout le contre-pied de ce que l'on fait habituellement. On a laissé les gens rentrer, même si certains Ukrainiens n'avaient pas besoin de visa pour entrer dans l'Union européenne. C'est pas le cas de la majorité. Il fallait avoir un passeport très spécifique. Donc, on a un peu ouvert nos règles d'entrée dans l'espace Schengen, l'Union européenne. Même, fun fact, on laisse rentrer les animaux domestiques, alors que c'est normalement interdit de faire venir des animaux domestiques. On les a laissés choisir le pays dans lequel ils pouvaient s'installer dans l'Union européenne. C'est tout l'inverse pour les autres demandeurs d'asile. Et donc, ils sont allés là où ils avaient des proches, ce qui est souvent le cas d'ailleurs des personnes migrantes. Ils vont là où ils ont une communauté, de la famille, des proches qui vont pouvoir les soutenir, les accueillir, là où ils ont plus de perspectives. C'est pour ça que c'est à Pologne, Allemagne qui ont été les pays plus accueillants, qui ont accueilli le plus, et la France, le pays qui a accueilli le moins par rapport à sa population dans l'Union européenne. Et c'est pas grave, c'est comme ça, c'est eux qu'on choisit. Et un accès à un titre de séjour, à des droits tout de suite. Et une forte mobilisation citoyenne qui était déjà le cas en 2015, mais qui là a été valorisé, appuyé, soutenu par les pouvoirs publics français comme dans d'autres pays européens. Donc c'est tout l'inverse qui s'est passé et aujourd'hui, personne ne parle de crise migratoire. C'est-à-dire que quelque part, d'avoir cette approche très libérale, c'est-à-dire on laisse les gens libres, a permis finalement que le système se mette en place tout seul. Et on entend que les Ukrainiens, c'est des Européens, c'est des gens plus éduqués. Les problématiques de terrain pour les populations ukrainiennes, en tout cas en France, sont exactement les mêmes que celles des autres populations exilées, parlent pas français, reconnaissance des qualifications, des gens qui ont vécu des traumatismes du fait des bombes. En fait, on est sur les mêmes problématiques d'insertion, d'inclusion dans la société française, voire pire sur certains égards, parce que beaucoup de femmes avec des enfants. Et donc, là, on a vu que quand on ne parle pas d'immigration, quand il s'agit finalement d'accueillir des personnes qui fuient leur pays, et pour nous, c'est aussi contribuer quelque part à une réponse à la guerre en Ukraine, en fait, ça marche mieux. Donc peut-être il faut arrêter aussi de parler d'immigration. Parlons de logement quand il se concerne le logement, parce que le logement est un problème pour tout le monde, et donc pour les plus vulnérables, dont les personnes exilées, le problème n'est pas qui est... Parce que quand on va souvent nous dire, donc pour la question du logement, ben, il faut moins d'immigrés. Sauf que non, la question c'est le logement. Moi j'ai commencé à travailler en 2005, il y avait 30 000 demandes d'asile en France, c'était à 150 000. Il y avait les mêmes problèmes sur l'accueil et l'hébergement. Donc c'est pas le nombre finalement de personnes qui arrivent qui va créer le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de logements. Est-ce que Aurélie ou Jean-François, vous voulez réagir sur cette question d'une solidarité qui se réinvente d'une certaine manière quand même, quoi qu'on en dise, avec la particularité ukrainienne qui était un cas d'école quand même en termes de réponse politique, qui a donné du coup une toute autre manière aussi dans le débat public de prendre la question. Même si sur le terrain, c'est difficile. Pire qu'un cas d'école. C'est-à-dire que l'Ukraine, c'était quand même... Ils ont ouvert toutes les vannes financières. On avait des moyens absolument incroyables. Alors, le CASP a fait partie des acteurs qui étaient évidemment présents pour accueillir... non pas les Ukrainiens, mais toutes les personnes en provenance d'Ukraine, parce qu'en Ukraine, il n'y avait pas que des Ukrainiens, il y avait aussi des personnes qui vivaient, qui s'étaient mariées avec des Ukrainiens et qui étaient bizarrement moins bien accueillies en France que les autres. On oublie un petit peu ça. Mais enfin, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les moyens étaient au rendez-vous et que ça a permis un accueil, je pense, de qualité, digne. Et que ça, on l'a dit avec le monde associatif, ça doit être notre modèle. En tout cas, ça doit être le modèle de l'État pour la suite. Et l'État doit pouvoir reproduire ce qu'il a développé et mis en place pour l'accueil des personnes en provenance d'Ukraine. Je rejoins complètement ce qui a été dit sur la mobilisation citoyenne. En 2015, c'était absolument incroyable de voir tous ces habitants dans
toutes les villes de petite et de grande taille qui avaient envie d'agir de façon ou hyper simple, en proposant un repas ou en mettant carrément en place une organisation pour héberger, l'hébergement citoyen. Il s'est beaucoup développé à ce moment-là et il existe encore. Et moi, si tu me demandes ce que je pense du demain, déjà, moi j'ai encore beaucoup d'espoir parce que j'ai envie de croire. J'ai envie de croire parce que j'ai vu qu'il y avait vraiment plein de personnes qui avaient envie d'accueillir et que celles et ceux qui n'avaient pas envie de le faire, souvent, le faisaient pas, non pas par intolérance comme on veut bien le dire, mais souvent par méconnaissance. Moi, je crois beaucoup à la vertu de la pédagogie. Je suis absolument convaincue que si vous, si nous, si toutes celles et ceux qui agissent dans nos associations, mais aussi dans certains services de l'État qui sont très bienveillants vis-à-vis des personnes qui viennent d'ailleurs, si tout ce monde-là va à la rencontre des autres et leur explique les raisons qui motivent leur venue, et ben, tout d'un coup, un visage se raconte, il y a une histoire qui est rattachée à ce visage et tout d'un coup, on a peut-être un petit peu plus envie de l'accueillir. Moi, je me rappelle d'expériences absolument incroyables à Forges-les-Bains où j'ai voulu ouvrir un centre d'hébergement d'urgence dans une petite ville de 2000 personnes et où les habitants étaient tous là à me dire que j'étais folle, que les femmes allaient se faire violer, que, enfin, voilà, des trucs complètement incroyables que j'ai pu entendre à cette occasion. Et puis finalement, ce lieu qui a vécu à un moment donné un incendie parce qu'il y avait une volonté, et notamment du Rassemblement national, pour pas le citer, de faire en sorte que ce lieu ne s'installe pas. Ce lieu s'est installé, ce lieu a vécu, et ce lieu a bien vécu, et les habitants sont venus apporter des habits, apporter des repas. Enfin voilà, l'acceptation était au rendez-vous. Donc oui, c'est possible à partir du moment où cette pédagogie est au rendez-vous. Et puis parce que je l'ai pas dit, et tu sais combien j'y tiens, Marie-Caroline, je pense qu'il y a aussi une solution qui doit s'imposer à nous. Et François Héran le disait avec la présence du savant dans l'immigration, c'est-à-dire qu'il est vraiment important que les chercheurs, les universités viennent dans nos associations pour pouvoir observer, pour pouvoir donner de la matière à comprendre, parce que l'État souvent ne sait pas bien ce qui se passe. Ce fantasme, ce fantasme de l'appel d'air, il est souvent le fait de l'appel d'air, parce que c'est ça, on craint tous l'appel d'air, mais ça fait 10 ans qu'on entend l'appel d'air, peut-être même avant, j'en sais rien. Et ben, ce fantasme-là, on pourra le contourner à partir du moment où on donnera à voir de façon encore plus, c'est déjà fait, hein, mais il faut aller encore plus loin. Et donc les assos doivent ouvrir un maximum leurs portes aux universitaires, aux chercheurs, aux étudiants, pour qu'ils posent leur regard et qu'ils fassent comprendre à la fois à l'État, à celles et ceux qui pensent les politiques publiques, mais aussi à la fois aux populations, de qui on parle vraiment. Et que ces personnes-là, on les comprenne et qu'on puisse tout simplement se dire, mais oui, bien sûr, quel que soit le temps que tu viens passer sur le territoire, tu es le bienvenu. Merci beaucoup. On vous passe la parole. Oui, bonjour. Oui, je suis particulièrement heureux d'être là et d'entendre les propos que vous venez de tenir, parce qu'il se trouve qu'hier, on était une douzaine de militants bénévoles de 6 associations qui s'occupent de l'accueil des migrants à Lisieux devant 280 lycéens du lycée Gambier. On y a passé toute la journée. C'est une journée assez extraordinaire. On avait la chance d'avoir 3 jeunes venus d'Afrique, arrivés mineurs isolés en France, dans des conditions catastrophiques, et qu'on a aidés, c'est pas fini, hein, parce que c'est long les parcours. Hein. Et donc, on a, à partir de leurs témoignages, tous ces jeunes lycéens, je crois on espère, du moins, qu'ils soient vaccinés contre les idées qui flottent un peu partout, parce que, comme vous le dites, il n'y a pas une crise de l'accueil, il n'y a pas une crise migratoire, il y a une crise de l'accueil, et une crise de l'accueil du fait des gouvernants et pas des habitants. Juste une anecdote, moi je suis à la Ligue des droits de l'homme, et puis on a plusieurs associations. On avait un gros problème avec le logement des migrants qui se retrouvent à la rue du jour au lendemain avec des enfants. Ça, c'est épouvantable, c'est le pire. Hein. Ça, c'est quand on est militant, qu'on n'a pas de solution. Et donc, on a créé une association, Asile, association de soutien aux immigrés de Lisieux, avec de l'argent des bénévoles uniquement. Et on a actuellement 5 logements. Autant dire qu'on a la trouille, hein, parce qu'à chaque fois qu'on a un problème de financement, heureusement, le Carmel de Lisieux nous aide. Vous voyez, quand même, c'est ça qui est bien. À Lisieux, il y a des miracles.
Et récemment, on a reçu, alors souvent on reçoit des chèques de 20, 50, 100 euros maximum. Et alors on reçoit un chèque de 1000 euros. On se dit, oh là quand même, là il y a une erreur. Hein. Donc on téléphone au donateur, on dit, vous savez, là, 1000 euros, vous êtes sûr de ne pas avoir fait une erreur de zéro? Et c'était un couple de jeunes qui venait d'avoir une rentrée récente d'argent et qui dit, non, non, ce n'est pas une erreur, on veut vous aider. Voilà. Je crois que c'est ça qu'il faut qu'on sache, c'est que les Français sont beaucoup plus accueillants qu'on ne le croit. Nous, on a des multiples exemples et que les rencontres qu'on fait avec ces gens sont extraordinaires et que si on leur apporte un peu, ils nous apportent beaucoup. Il y a une question. Pardon. Oui, bonjour. Si j'ai bien compris, vous écartez le concept de submersion migratoire, qui est agité comme un épouvantail par l'extrême droite, voire par la droite plus classique, sachant que je pense pas me tromper en disant que la France accueille 2 fois moins de migrants que l'Allemagne. Autre petite question, je voulais aussi simplement avoir ce que vous pensez du vote par le Parlement européen très récemment, de la création de hubs de retour, c'est-à-dire de plateformes de retour, qui seraient créées en dehors de l'Union européenne pour accueillir des migrants, pour envoyer plutôt des migrants dans l'attente de l'examen de leur demande d'asile. Merci. On va peut-être prendre quelques questions et puis répondre d'un coup, comme ça vous pourrez vous les partager. Je vois qu'il y avait une autre question derrière. Oui, pardon. L'externalisation, c'est une violation du droit d'asile. Pourquoi il n'y a pas de la part de vos associations un collectif qui va à la Cour internationale de justice, qui fait quelque chose pour casser justement ces mouvements, mais de le faire sur un plan légal, puisqu'il s'agit des États qui prennent ces politiques? Bonjour, j'étais en train d'essayer d'écrire mes questions pour ne pas les oublier, mais je vais essayer de les synthétiser. Je vais prendre un peu en contre-courant pour vous poser des questions, parce que moi-même, effectivement, je suis originaire d'Afrique subsaharienne, je suis arrivé, naturalisé français, intégration, école, et on peut dire tout ce qui suit, donc insertion dans la vie professionnelle. Et je me suis toujours posé la question quand on parlait de migration, d'accueil, est-ce que le thème qu'on est en train de débattre ne cache pas, comme on disait tout à l'heure, problème de logement qui n'est pas réglé, c'est pas l'accueil, c'est pas le fait que les personnes arrivent, c'est le fait de faire le logement. Est-ce que au fond, c'est pas la lutte contre la pauvreté qui est là en échec et qui nous fait travailler ces sujets? Moi, j'étais toujours en train de me dire, et là je remercie Médecins du Monde France qui est là, que l'aide au développement devrait être des missions. Et donc l'aide au développement, quand on disait aide au développement, ça devrait être aide à l'amélioration de la médecine de manière concrète, aide au logement de manière concrète, pas aide à la politique, pas aide à le renforcement de l'influence politique dans des cercles politiques qui feraient qu'en fait on crée les fractures. Donc je me pose vraiment les questions, est-ce que ces sujets ne tournent pas, pour tout résumer, à la lutte contre la pauvreté? Et la lutte contre la pauvreté, elle emmène beaucoup d'autres sous-questions. Est-ce qu'on questionne réellement notre population? Parce qu'avant de vouloir mettre en place des politiques, de dire le français, il accueille ou pas, qu'est-ce que la population elle veut? Quel est l'élément démocratique qui voudrait dire notre population veut aller dans ce sens, donc la majorité veut aller dans ce sens, donc on décide, on la suit. Le fait de la respecter lui permet plus ou moins de tolérer ce qu'elle veut et de mettre en place ce qu'il faut, mais en sous-jacent que si on a fait les bonnes luttes pour lutter contre la pauvreté, elle fera le choix qui est le meilleur. Parce que la population ancienne, nos aînés qui sont là, ils avaient une tolérance à accepter plus de choses parce que je pense qu'ils vivaient mieux. La génération qui est venue derrière est plus serrée. Et si on ne s'en rend pas compte et qu'on n'améliore pas la génération qui arrive, pour nos petits frères qui arrivent, ben quand ils vont arriver, le choix qui va s'imposer à eux sera un seul choix, c'est pas d'accueil. Bon, merci beaucoup. Du coup, on a une question pour chacun là. Oui, enfin, je partage pas mal de choses qui viennent d'être dites. On est dans un contexte en France, si on parle de la France, où il y a 15% de la population qui vit sous le seuil de pauvreté. Il y a des millions de personnes qui retardent leurs soins, et c'est des bons Français, entre guillemets. Hein. C'est des étudiants, c'est des personnes âgées qui n'ont pas de mutuelle.
les restes à charge qu'il faut payer pour les soins sont de plus en plus importants et donc l'accès aux soins est de plus en plus compliqué. Et donc il y a une précarité qui s'affirme, se réaffirme et qui nous amène même, nous, Médecins du Monde, à penser à de nouveaux programmes qu'on a démarrés il y a quelques années en zone rurale, en zone périurbaine. Et on réfléchit aussi à toucher ces Français précaires qui, pour de bonnes raisons, ont des difficultés à se soigner. Et effectivement, je suis assez d'accord sur une certaine analyse qui consiste à dire que on est dans une démarche d'anti-droit, je pense que c'est assez clair, je vous l'ai évoqué, avec une accélération de différents aspects, un ultralibéralisme qui s'affirme davantage et qui assume de détricoter nos filets sociaux, de remettre en question l'état social, de rendre les droits sociaux plus difficiles, avec une privatisation notamment et une financiarisation du champ de la santé, parce que c'est mon sujet, qui accentue les inégalités. Et cet ultralibéralisme, il impacte tout le monde et il est corroboré, et ça qui est un peu plus affirmé, par une démarche suprémaciste, avec des bons, des mauvais malades, ceux qui ont des papiers ou ceux qui n'en ont pas, qui pourraient vivre ou pas, et puis une démarche illibérale qu'on a évoquée tout à l'heure. Donc on voit bien l'instrumentalisation et l'opposition des précarités entre ceux qui sont sans papier et ceux qui sont avec papier, mais qui sont précaires, où on fait croire aux Français précaires que c'est les sans-papiers qui sont responsables de tous les maux, et justement c'est sous prétexte qu'on empêcherait les associations par exemple de sauver des vies en mer Méditerranée, alors notre système de santé serait meilleur. Donc il y a une énorme escroquerie et une instrumentalisation, et donc il faut lutter contre cette question des oppositions de précarité. Et effectivement, je suis d'accord sur le fait que l'enjeu, au fond, c'est la lutte contre les inégalités pour tous, quoi, sur lequel il faut vraiment développer. Et peut-être le dernier point, je suis assez sensible à la question de la pédagogie que tu évoquais, de la solidarité, pour différentes raisons. D'abord, une raison de santé publique. Si on parle de la santé publique, plus les inégalités sont importantes dans une société, plus l'état global de la société en termes de santé publique sera mauvais. Et donc on a tout intérêt à ce que tout le monde soit plutôt en bonne santé et faciliter l'accès aux soins, y compris pour les personnes en situation administrative précaire. C'est le premier point. Et puis, deuxième point, en termes de solidarité, il me semble que c'est incontournable pour faire société, pour le vivre ensemble, que tu évoquais, Marie-Caroline, que l'idée d'une solidarité, en plus de valeurs de liberté que j'évoquais, est fondamentale. Et pourquoi je dis ça ? Parce que si je fais référence, et je m'arrêterai là, à la mise en place de la sécurité sociale en 1945 par le Conseil national de la résistance, il rappelait à ce moment-là que le pays était exsangue, qu'il était pauvre après des années de guerre. Mettre en place la Sécu, vous savez, c'est ce principe idéal où chacun cotise comme il peut et tout le monde est soigné au même niveau, ce qui est quand même assez fort en termes de solidarité à l'échelle d'un pays et d'une nation. C'était pas facile de mettre en place, il y avait pas mal d'opposition, mais ce qui a permis, et c'est Pierre Larocque, l'un des co-constructeurs de la Sécu avec Henri Crozat qui était le fondateur, ce qui a permis à cet idéal de s'imposer, c'était que justement on sortait de 6 années de guerre où les citoyens avaient beaucoup souffert et la solidarité avait été fondamentale, nécessaire pour la survie et pour dominer ces épreuves difficiles. Alors aujourd'hui, j'espère pas qu'il y ait une crise majeure qui nous impacte et qu'on soit obligé de passer par là, mais je pense qu'il est nécessaire de faire de la pédagogie de la solidarité pour rappeler combien c'est nécessaire, combien c'est important, combien ces valeurs-là vont nous aider à mieux vivre ensemble, à faire société. Et donc c'est vers ça qu'il faut tendre. Et en tout cas, chez Médecins du Monde et moi dans mon combat, c'est vraiment ça que je porte, cette idée de la pédagogie de la solidarité qui est bien pour toutes et tous. Merci. En 3 minutes, tu peux répondre. En 3 minutes, je pense qu'il faut démigrantiser beaucoup de sujets, notamment de sujets sociaux. Je pense qu'on parle trop de migration, et c'est mon travail de parler d'immigration, mais je pense que c'est un problème. Sur les chiffres de l'immigration, peut-être sur la submersion. Alors, le problème, c'est qu'ils ne définissent pas exactement à partir de quel moment on est submergé ou pas. Donc, j'ai du mal à quelque part répondre. Certainement pour quelques personnes, pour certaines personnes, 10 000 personnes migrantes, c'est déjà trop. Mais la réalité des chiffres est que la France a une histoire assez particulière. C'est le plus vieux pays d'immigration d'Europe. Et c'est vraiment quelque chose qui fait partie de notre société, je dirais presque de notre identité, avec toutes les précautions qu'il faut avoir derrière ce terme d'identité. On est aujourd'hui sur plutôt des flux migratoires, comme on dit, relativement limités, en tout cas maîtrisés. Parfois, j'ai souvent dire aux politiques, bravo, vous avez fait du bon travail. Donc, quelque part,
passer à autre chose, aussi passer à un autre sujet, ne pas revenir sur le regroupement familial qui concerne 10 000 personnes par an en France. Voilà. Et puis derrière le mot migrant, qui on met, enfin, je dirais, la plupart des migrants, le motif le plus important de migration en France, sont les études. C'est les étudiants étrangers dont on a besoin. En France comme ailleurs, il y a une compétition internationale dans laquelle on n'est pas si mal placé que ça, les Français, et tant mieux. Sur l'Europe, et ça va aussi relier à la question du contentieux stratégique du recours aux juges, parce que je pense que c'est lié. Donc, au niveau du Parlement européen, la semaine dernière, il y a 2 semaines, ce qui s'est passé, quelque chose d'assez inédit, c'est-à-dire que un député européen français, LR, François-Xavier Bellamy, a fait une contre-proposition encore plus dure que celle de la Commission européenne et des États membres sur la question de ce qu'on appelle des return hubs, de pouvoir renvoyer plutôt des personnes en situation irrégulière vers des pays dans lesquels ils n'ont rien à faire, sur le modèle entre l'Italie et l'Albanie. C'est une contre-proposition de Bellamy qui a été soutenue par une grande partie de l'extrême droite du Parlement européen. Donc au Parlement européen, aujourd'hui, il y a une convergence entre le Parti conservateur européen, dans lequel fait partie LR pour les partis français, et les différentes extrêmes droites, et qui est en train de changer la donne au niveau européen. Jusqu'à présent, j'étais quand même un peu rassuré dans l'Union européenne, en Europe en général, parce qu'il y a le juge derrière et la possibilité quand même d'aller devant le juge. Je suis de plus en plus inquiet, je ne veux pas non plus être alarmiste, par rapport à ce que vous disiez sur le fait d'aller devant des cours de justice, notamment supranationales. Des associations, plein d'associations le font, selon la justice française, européenne, internationale. Et de plus en plus, ça prend c'est beaucoup de moyens, du temps. Et en fait, on constate de plus en plus un retour de bâton. Et ça nourrit en fait tout un discours de ces mêmes partis d'ailleurs, dont je veux parler juste avant, contre le juge et la justice, c'est-à-dire contre nos institutions. Et ça, on l'entend de plus en plus. Aujourd'hui, ce qui est en train de se passer au niveau de l'Union européenne, c'est une coalition de plusieurs États membres, pays européens, pas la France, je le reconnais, menée par l'Italie et le Danemark, contre la Convention européenne des droits de l'homme sur la question migratoire. On peut considérer que c'est un peu abstrait, que ça ne nous concerne pas, nous, non-migrants, mais ça va nous concerner, nous aussi, migrants, parce que derrière, c'est quoi? C'est les droits des femmes, les droits des minorités sexuelles et de genre. C'est tous nos droits à nous, tous, nos droits communs qui sont concernés. Et c'est là où la question aujourd'hui qui est principale, c'est de maintenir la justice et le juge comme un pilier aussi de notre société démocratique. Et c'est aujourd'hui sur la question migratoire que ça se joue beaucoup. Merci Mathieu de terminer sur la justice et les droits. Hein. C'est vraiment voilà, un des piliers de tout ce débat. On n'a malheureusement pas le temps d'approfondir. Le mot de la fin peut-être, Aman? Alors le mot de la fin, c'est vraiment le mot de la fin, quoi. S'il te plaît. Si tu as une idée, alors, pendant que tu cherches. Jean-François Corti va dédicacer son livre. Hein, tu restes encore... une petite minute, qui s'appelle, c'est l'Atlas géopolitique de l'action humanitaire, paru chez Erol en 2025. Et, excusez-moi, je vais faire de l'autopub, je vais aussi dédicacer mon livre Rassemblement familial, qui est une histoire d'hospitalité française, en l'occurrence une réunification tout à fait légale qui va tourner très très mal, et une famille guinéenne de 8 personnes qui va se retrouver sur le trottoir et que donc j'accueille pendant 1 an. Le mot de la fin alors. Je suis honoré encore. Merci beaucoup pour l'accueil déjà, et aussi comme je disais tout à l'heure sur la question de médiation, que moi depuis, en fait, c'était ma vie personnelle qui changeait d'être professionnel, parce que c'est un texte qui déclenche sur la question de la langue. Et donc pour vous dire, vous êtes la plupart des gens que vous êtes là, en fait. Si vous trouvez des occasions, peu importe votre métier que vous voulez faire, en fait, n'ayez pas peur. Pareil que je reviens, n'ayez pas peur. En fait, encore, tout est possible. Et je dis cette phrase aussi parce qu'il y a un livre qui est en bas aussi. Comment s'appelle le livre que tu as écrit? Rassemblement familial. Comment tu dis? Rassemblement familial. Rassemblement familial, parce qu'elle décrit, c'est un magnifique livre que vous pouvez aussi trouver dans la librairie. Merci beaucoup. Merci beaucoup au Forum de la Paix.